apparemment, parce que vous appelez, vous êtes en train d'appeler, vous êtes très nombreux à appeler. Maud. On a déjà un auditeur, Frédéric, qui appelle de Paris. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour. Bon, on vous écoute. On vous écoute, Frédéric. Oui, je disais sur Monsieur Bayrou qui s'en prend maintenant aux boomers. Donc je pense qu'il a dû voir sur les réseaux sociaux certaines personnes au ton désagréable accuser les retraités d'avoir une vie meilleure que les jeunes. Ouais. Donc il s'est dit tiens, ça doit être dans le vent. Donc je vais accuser les boomers. Mais il oublie quand même une chose. Il dit d'ailleurs lui-même qu'il en fait partie. C'est curieux qu'il dise ça. Il oublie que les boomers, c'est quand même ces gens-là qui ont construit la France actuelle. Les boomers, c'est le TGV, c'est le Concorde, c'est les avions Airbus que tout le monde, y compris les jeunes, peuvent prendre sans problème et pas toujours à des prix très élevés par rapport au train, pour aller en vacances un peu partout. C'est les boomers qui ont construit ça. On a le plus beau réseau d'autoroutes certainement au monde en France. Hein. C'est les boomers qui ont permis cela. Et ces boomers, ils ont quand même travaillé 40 ans. Pendant 40 ans, ils ont cotisé. Et leur cotisation a notamment servi à payer les retraites de leurs parents et grands-parents. Ouais. Et ils n'ont rien dit. Et leurs conditions de travail, il y a 40 ans, il y a 30 ans, n'étaient certainement pas et absolument pas les mêmes que celles de maintenant, où l'employé, l'ouvrier, quand même beaucoup plus employés. Ils ont connu des semaines quand même plutôt de 45-48 heures, semaine normale. Beaucoup n'avaient qu'une journée, voire une journée et demie de repos par semaine. Et comme ils ont cotisé, ils ont beaucoup travaillé, ils ont beaucoup cotisé. Il est quand même normal que maintenant, ils puissent jouir de leur retraite. Et on cotise en fonction de ce qu'on gagne. Alors plus on gagne en montant dans la hiérarchie, que ça soit la hiérarchie de la fonction publique ou la hiérarchie de l'entreprise, plus on gagne, plus on cotise. Donc effectivement, au bout du compte, on a une retraite qui est à la hauteur de la cotisation. Non, mais donc le boomer ne vole rien. Non mais non seulement le boomer ne vole rien, mais enfin il faut aussi, d'ailleurs on va en parler, vous savez, en seconde partie de l'émission, à partir de 13h, on va en parler avec l'économiste Marc Douati, justement parce qu'aujourd'hui, donc, si on comprend bien, si on a 3 milliards de dettes, c'est à cause des boomers, quoi. Enfin, notamment à cause des boomers. C'est effectivement un peu n'importe quoi. Et puis, je vais vous dire, quand vous parlez de la retraite, Frédéric, vous avez raison, mais moi, je voudrais savoir, très sincèrement, et ce n'est pas du tout un ostracisme contre qui que ce soit, mais pourquoi le service public et les fonctionnaires ont une retraite à compter des 6 mois ou 9 mois de cotisation, alors que le privé, c'est sur les 25 ans d'activité, alors que sur le public, c'est 6 à 9 mois d'activité, on va aussi en parler. En tout cas, arrêtons de faire des boomers émissaires comme on fait des boucs émissaires, ça c'est clair, Frédéric. Et là, on va passer au second invité. Sur le second sujet, la tapisserie de Bayeux, on accueille Gérard. Bonjour Gérard. Bonjour André, bonjour Maude. Merci de prendre mon appel. Alors, je suis de Bayeux. Oui. Je connais évidemment très bien la tapisserie. J'y étais encore samedi soir, puisque c'était la dernière possibilité pour nous d'admirer ce document inestimable avant fermeture du musée pour travaux. C'est ça, oui. Bien. Alors, une précision tout d'abord, puisque tout à l'heure vous avez dit qu'elle était présentée à plat. Ça n'est pas le cas. Elle est présentée de manière verticale. Ouais. Oui, c'est vrai, non, tout à fait. Non, mais quand je dis à plat, je veux dire qu'elle est présentée, elle est sur un mur, enfin, elle est sur un... Oui. Ça fait un U, puisqu'elle mesure 70 mètres de long sur 50 cm de haut. Oui, tout à fait. Mais juste un mot, et vous avez réagi comment quand vous avez appris que, en tout cas, outrepassant effectivement les conseils ou les objurgations d'un certain nombre d'experts et muséaux, qu'on allait envoyer la tapisserie de Bayeux à Londres? Écoutez, quand je l'ai appris, alors déjà, il faut savoir que Monsieur Macron avait pointé le bout du nez dès 2018, évoquant l'idée devant Theresa May, qui était le Premier ministre britannique de l'époque, l'idée de prêter la tapisserie. D'accord. Alors c'est à l'époque déjà, j'avais tendu l'oreille et je grimpais au rideau.
Et quand le 9 juillet, à l'occasion de la visite d'État au Royaume-Uni, eh bien, Macron donc a confirmé sa décision d'un prêt de la tapisserie de Bayeux. Ouais. Eh bien, comme un certain nombre de Bajocas, ce sont les natifs, et de Bayeuxins, ce sont les habitants, eh bien, j'étais furieux. Mmh. Alors, mais vous étiez furieux parce que vous êtes d'accord avec ceux qui disent que c'est trop fragile et que c'est vraiment risqué de faire cela. Là, ça n'est pas donc ceux qui disent qu'elle est trop fragile, c'est attesté donc par des experts scientifiques, d'accord, et des spécialistes de la restauration des tissus anciens. D'accord. Et alors j'ai envoyé Maude. Donc en a copie un message à un certain nombre de mes amis sur le sujet, avec des chiffres qui parlent d'eux-mêmes. D'accord. Mais juste un mot, Frédéric. Est-ce qu'il y a eu vraiment, alors on a vu effectivement des protestations, mais est-ce qu'il y a eu à Bayeux ou ailleurs un mouvement de soit de contestation, soit de dire c'est pas possible parce que ou pas en fait, et ou parce que ça va se faire en principe, ça va aller, surtout dans cette Angleterre de Keir Starmer dont je parlais aujourd'hui, dont on connaît le régime. Je ne parle pas du peuple anglais, bien sûr, mais je parle de ses dirigeants actuels. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu un mouvement quand même un peu partout, et pas seulement à Bayeux, de contestation? Alors Gérard. oui, il y a un mouvement de contestation qui a été initié par Didier Rickner. Oui, qu'on connaît, on l'a reçu ici, bien sûr. De la Tribune de l'Art. Tout à fait. Il a lancé sur change.org une pétition. Alors il l'a fait donc début juillet, période estivale. Oui, bien sûr. Il était difficile de déclencher une vague considérable de signatures, mais à ce jour, il y en a déjà 62 000. Ah oui, c'est pas mal. J'ai relayé, je continuerai de relayer donc cette pétition. Alors sur le plan local, il y a un mouvement de contestation. Oui. Mais encore bien trop faible. Et j'ai donc dit ma façon de penser en direction donc de mes concitoyens Bajocas et Bayeuxins. Bon, il y a eu, c'était le 23 août, une manifestation dans le centre de Bayeux pour protester contre cette décision absolument folle de prêt de la tapisserie à l'Angleterre. Mais hélas, il n'y avait que 35 personnes. Oui, non, mais c'est évident que ça ne va pas faire une manifestation de masse. On va pas avoir 1 million de personnes dans la rue, ni 100 000. Mais c'est très bon. En tout cas, écoutez, nous, on a relayé ça parce qu'on a aussi réagi, nous tous, en se disant, écoutez, il y a des experts, des gens qui connaissent la chose, qui disent attention, danger, et on dit oh, ça n'a aucune espèce d'importance, c'est pas grave, on va le faire, c'est bien, car tel est mon bon plaisir, hein, comme disait Louis le XIVe. Frédéric, en tout cas, écoutez, Gérard, excusez-moi, tenez-nous au courant de ce qui peut se passer encore. C'est prévu pour quand, juste dernière question, vous savez? Alors donc c'est prévu déplacement de la tapisserie vers l'Angleterre, septembre 2026, pardon. Ben c'est dans un an. Dans un an, vous voyez. Jusqu'en juin 2027. D'accord. Voilà. Date est prévue de la réouverture du musée. Mais et là donc ce sera donc mon dernier propos. Maude a des éléments précis, notamment donc sur la fragilité, les points d'usure, les déchirures, etc. J'ai bien reçu le mail. On va regarder ça, Gérard, mais surtout, encore une fois, ce qui traduit au-delà c'est énorme la tapisserie de Bayeux, mais au-delà de ça, ce qui traduit un certain mépris quand même, une certaine, je dirais, une espèce de, écoutez, si vous n'êtes pas
contents. Et ce n'est pas valable, hélas, que pour les chefs-d'œuvre universels comme la tapisserie de Bayeux. C'était aussi valable, hélas, pour un certain nombre de domaines sociaux, économiques ou autres, ou sécuritaires, dont on ferait bien de s'occuper et de ne pas prendre exemple justement sur l'outre-Manche où on sait ce qui se passe et il se passe des choses très tristes. Merci en tout cas. Merci Gérard. Et on accueille Sophie qui souhaiterait réagir au sujet des boomers. Bonjour Sophie. Oui, bonjour André, c'est super de vous retrouver, vous nous manquiez. Merci. Bref, je voulais vous dire que les affreux boomers ont quand même, ceux qui sont restés après la guerre du Vietnam, celle d'Algérie, ceux qui se sont tapés 18 mois de service militaire pour une guerre qui ne les concernait pas, ces affreux boomers qui ont supprimé le service militaire à nos chères petites têtes blondes, qui ne vont pas voter. C'est trop difficile de se lever un dimanche matin de temps en temps pour aller mettre son bulletin dans l'urne. Ces affreux boomers qui leur permet, avec leurs économies, de rentrer dans la vie en étant aidés par grand-papa ou papa et maman. Les Tanguy, oui. Voilà, tous ces jeunes-là, quand vous leur parlez politique en leur disant il y a quand même des petits problèmes qui vont vous poursuivre toute votre vie, à savoir une immigration qui est galopante, une perte d'identité, etc., ils vous disent que le monde est magnifique. Alors s'il est magnifique, qui foutent la paix aux boomers qui ont travaillé toute leur vie pour essayer de rendre un monde meilleur et puis peut-être qu'un jour ils réaliseront que la vie c'est pas uniquement d'être dilettante et de voir arriver les choses sans essayer d'être concerné 5 minutes. Moi je leur souhaite bon courage et j'ai autour de moi des gens qui foutent rien mais aussi des jeunes qui sont plein d'allant et plein de courage. Bien sûr. Mais si vous voulez tout mettre dans le même panier, c'est pas bon pour déjà une société qui va pas bien. Vous savez, toute généralisation abusive est une preuve, je dirais, d'une certaine, pardon de le dire, imbécilité. Et je crois que vraiment, là aussi, Michel Audiard aurait pu dire des choses assez fortes là-dessus. Oh là là. Merci en tout cas, merci. Sud Radio Berkhoff dans tous ses états, midi 14h. André Berkhoff. On parlait tout à l'heure du phénomène britannique avec ces levées de boucliers et de drapeaux surtout, qui s'est étendu à certains pays d'Europe et du monde. Mais il y a aussi des événements en Europe. Je crois là, je vous cède la parole, là, André. Alors, merci de me la céder, chère Maud. Non, c'est vrai qu'il se passe quelque chose de passionnant. Vous savez, on est toujours très souvent, et je dirais même dans les médias, même une autocritique. C'est très bien d'être franco-français, c'est très bien de s'occuper des problèmes de la France. Mais croire que ce qui se passe dans le monde ne nous concerne pas, ne nous impacte pas, ne nous influence pas, ne nous touche pas, est évidemment une aberration. Et c'est très intéressant ce qui se passe actuellement, avec, évidemment, on en reparlera bien sûr dans l'émission à plusieurs reprises, ce qui se passe entre l'Amérique de Trump, l'Union européenne, la Russie de Poutine, et puis la Chine, l'Inde, tout ça nous impacte au premier degré, il faut jamais l'oublier. Alors, qu'est-ce qui se passe actuellement avec l'Ukraine? On va en parler un peu, prendre le temps d'en parler un tout petit peu. Qui est ceci, qu'il faut savoir que en 31 août 2025, donc là, aujourd'hui, enfin hier, les engagements totaux s'élèvent pour aider l'Ukraine, s'élèvent à environ 167 milliards d'euros. Environ donc 186 milliards de dollars US, selon les données les plus récentes du Kiel Institute for the World Economy, voilà, et des institutions européennes. Donc très bien, aider l'Ukraine, parfait. Donc il faut savoir simplement que cela dépasse déjà l'aide américaine. L'Amérique a donné 115 milliards d'euros. L'Europe est devenue le principal donateur mondial, particulièrement en aide militaire depuis juin 2025. Mais alors pourquoi on en parle? Parce que ce qui est intéressant, c'est que quand il y a eu la rencontre entre Trump et certains dirigeants européens, dont vous avez vu, c'était d'ailleurs spatialement et géographiquement très intéressant de voir les 5 en rang d'oignon en train d'attendre que monsieur le président américain daigne les recevoir. Et il y a eu quoi à ce moment-là? Eh bien, Trump leur a dit, écoutez, nous, on se retire du jeu, on est évidemment pour l'indépendance de l'Ukraine, pour ceci, mais enfin, nous, on veut plus dépenser. On a déjà assez payé, il a déjà dit pour l'OTAN, d'ailleurs, pour le budget de l'OTAN, on paye trop, c'est à vous de payer, comme vous le savez. Et là, il a dit, non, mais, si vous voulez acheter des armes pour l'Ukraine, a dit l'Amérique aux dirigeants européens, qu'à cela ne tienne, on vous les vend.
Eh bien sûr, et les autres ont dit très bien. C'est donc l'Europe, l'Union européenne, l'Europe va supporter la totalité, en tout cas, des aides, voilà, des armes américaines, des achats d'armes américaines pour les donner à l'Ukraine. Et Trump, magnifique, il a dit « c'est un très bon deal ». Voilà, nous on ne donne plus, mais on vend aux alliés qui transfèrent ensuite les armes, voilà, livraison rapide, pas de problème, etc. Donc on va gagner beaucoup d'argent avec la vente, disent les Américains, on va gagner beaucoup d'argent avec la continuation de la guerre, disent les complexes militaro-industriels de tous les pays, surtout américains, et on va dépenser, disent les Européens, qui comme chacun sait, ne sont pas du tout en dette, n'ont pas du tout de déficit, n'ont pas du tout, etc. Voilà, alors on se dit, mais au fond, pourquoi? Alors il ne s'agit absolument pas de dire que la Russie n'a pas été l'agresseur, il ne s'agit absolument pas de prendre la partie de Poutine, mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être, comme l'a suggéré Trump, comme le suggéraient beaucoup d'autres, du temps des accords de Minsk, d'essayer de trouver une solution et d'arrêter surtout, au-delà de l'argent, des milliers, voire des millions de morts. On n'est pas loin du million de morts en Ukraine. Pourquoi? À quel prix? Etc. Eh bien, la France, alors certains pays disent oui, écoutez, il faut accélérer absolument, il faut discuter, il faut vraiment, d'ailleurs ça va se faire entre Trump et Poutine, avec Zelensky ou pas, on le verra. Mais on ne comprend pas pourquoi Macron, du coup, se dit ah non, là on a un ennemi, un grand méchant loup, c'est la Russie et c'est Poutine. Écoutez le président de la République. Le président Poutine a rarement tenu ses engagements. Il a constamment été une puissance de déstabilisation. Et il a cherché à revoir les frontières pour étendre son pouvoir. Et donc je pense que la Russie est devenue durablement une puissance de déstabilisation et une menace potentielle pour beaucoup d'entre nous, y compris pour sa propre survie. Il a besoin de continuer de manger. Voilà. Et donc c'est un prédateur, c'est un ogre à nos portes. Et je ne dis pas que dès demain c'est la France qui sera attaquée, mais enfin, c'est une menace pour les Européens. Faut pas être naïf. Faut pas être naïf, monsieur le président. Donc, si je vous comprends bien, c'est peut-être pas pour demain, mais ça y est, la Russie va envahir la France. C'est presque fait, d'ailleurs, nous préparons les armées, puisque vous en parlez, voilà, on s'attend, il paraît que les hôpitaux ont tous reçu des directives pour accueillir un certain nombre de blessés, donc voilà, on se prépare à la guerre. Point d'interrogation, on se prépare vraiment à la guerre, mais attendez. Il y a une chose que je voudrais dire encore une fois et que je voudrais dire, c'est pas moi qui le dis, c'est de Jeffrey Sachs, un certain nombre de généraux français et ailleurs, un certain nombre d'experts. Tous vous disent, je ne parle pas évidemment des généraux de plateau, de certains généraux de plateau, sur lesquels je ne m'étendrai pas. Mais tous vous disent quoi? Vous disent, attendez, pourquoi on n'a pas respecté les accords de Minsk de 2015? Pourquoi on n'a pas respecté, il y a eu un coup d'État et en 2014, entièrement fomenté par la CIA, Maïdan, contre le président d'alors. Tous le disent, des gens de gauche comme des gens de droite. Et quand, rappelez-vous, c'était en 1962-63, quand il y a eu la crise des missiles, quand Khrouchtchev a mis des missiles soviétiques à Cuba, le président Kennedy, John Fitzgerald Kennedy, a envoyé un mot aux Russes en disant « Si vous ne les retirez pas dans 48 heures, nous bombardons Berlin ». Bon, eh bien, les Russes, qu'est-ce qu'ils vous disent, mais depuis le début, et d'ailleurs le Donbass n'aurait pas passé à la Russie, ils vous auraient dit, écoutez, faites que le Donbass ait une autonomie linguistique, et puis nous nous retirons, nous n'avons absolument pas à faire la guerre. Non, on a fait la même chose en disant, voilà, l'Ukraine, faut qu'elle rentre dans l'OTAN, etc. Donc, on a pris une position, mais totalement belliqueuse et belliciste, et encore une fois, ce n'est pas moi qui le dis, mais des milliers et des centaines d'experts militaires et d'officiers d'actifs, sans en avoir les moyens. Alors, qui y a aujourd'hui? Eh bien, Keir Starmer, dont je viens de parler, dont on connaît le bilan à l'intérieur de son pays, et Emmanuel Macron, pour dire, ah non, pas du tout, c'est un ogre, c'est un truc, il va nous envahir. Écoutez, est-ce qu'on ne pourrait pas, à un moment donné, quelque part, raison garder,
est-ce qu'on ne pourrait pas un tout petit peu se remettre en question? C'est une bonne chose, hein, se remettre en question, vous savez, Monsieur le Président et les autres. Ou alors, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ça continue. Pourquoi? Pour que les reconstructeurs, les BlackRock et compagnie, qui ont acheté la moitié de l'Ukraine, des terrains ukrainiens, avec la complicité de Zelensky, c'est ça qu'on veut? C'est ça qu'on veut. Alors écoutez, le narratif, ça suffit. Le narratif racontant n'importe quoi sur Churchill et Hitler, etc., avec ces comparaisons imbéciles et cette réduction ad nazificatum qui se passe à tous les niveaux, eh bien, essayons d'avoir raison gardée et retrouvons une certaine rationalité, sinon une certaine sagesse. Et si vous souhaitez réagir, vous connaissez la chanson 0826 300 300. À tout de suite. Sud Radio, Berkoff dans tous ses états. Un autre personnage politique européen a fait parler de lui cet été, c'est Thierry Breton qui a décliné une invitation, André. Oui, alors Thierry Breton, vous savez que Thierry Breton, il parle très très souvent à la télévision, à la radio, expert, encore un expert, c'est bien, etc. Et c'est lui, vous savez, qui s'occupait à l'occasion de la Commission européenne, notamment de ramener à la raison ces gens, dont un certain Elon Musk et beaucoup d'autres, qui voulaient une liberté sans limite sur les réseaux sociaux. Ah non, quand même, on peut pas faire une liberté sans limite. Déjà dans la presse, ça nous embête, alors on va pas quand même faire ça sur les réseaux sociaux. Alors il était invité, Thierry Breton, la semaine prochaine, il est toujours invité d'ailleurs, ça se passe la semaine prochaine, devant le Congrès américain à Washington, lors d'une audition centrée sur les règles de l'Union européenne sur la technologie, justement. Et ça s'appelle, l'intitulé « La menace de l'Europe sur la liberté d'expression et l'innovation en Amérique ». Alors là, quand même, comment ces Américains osent dire que l'Europe tente des menaces sur la liberté d'expression? Mais enfin, ce que nenni, alors que effectivement, on se rappelle, le Thierry Breton avait dit attention, le Digital Act Service et compagnie. Eh bien, écoutez, Monsieur Musk et X va, il va obtempérer. S'il n'obtempère pas, on sévira. Voilà. Donc, Monsieur Breton a dit. Il y va pas. Non, la Commission européenne vous répondra directement, etc. Voilà, le fameux Digital Service Act. Et Donald Trump a attaqué les pays régulant le secteur de la tech, les menaçant de droits de douane, de restrictions à l'exportation. Et oui, lui, c'est son arme, les tarifs, dès qu'il y a quelque chose, les tarifs, il brandit les tarifs, etc. Mais enfin, il y a quelque chose d'incroyable. L'Europe, créatrice de liberté, égalité, fraternité, droits de l'homme, Magna Carta, charte, etc. Liberté d'expression, on a l'impression que les princes qui nous gouvernent, un peu partout dans ce vieux continent, ils veulent plus de l'expression. Non, ça les embête, ça va pas, ça tient pas le coup. Et donc, ça aurait été intéressant quand même que Thierry Breton aille s'expliquer devant le Congrès américain sur les soi-disant dangers que ferait peser l'Union européenne sur la liberté d'expression. Comment? Liberté d'expression? Enfin, écoutez, je vous prends un témoin. Est-ce que vous sentez un rétrécissement de la liberté d'expression? Est-ce que vous sentez quand même qu'on ne peut pas dire tout ce qu'on a envie de dire? Dites-nous. Écrivez-nous, WhatsApp, téléphonez au 0826 300 300. Dites-nous un peu, parce que je rappelle que la liberté ne s'use que si l'on ne s'en sert pas. Avis à tous, à la population surtout, parce que ça vous concerne directement. Dans un instant, Marc Toiti sera votre invité, André Berkoff. Il est économiste, conseiller Itoro. Il répondra à la question « Quel prix devrons-nous payer pour sortir de la dette ?» entre autres. Il y aura bien d'autres sujets à évoquer. Il réagira aux propos de François Bayrou hier et la semaine dernière. Et puis en attendant, n'hésitez pas à vous abonner à tous nos réseaux sociaux, Spotify, Deezer, toutes les plateformes, YouTube, TikTok. Appelez le 0826 300 300 pour réagir. Préparez vos questions pour la seconde heure. Sud Radio, c'est la radio qui vous donne la parole. Donc prenez-la. À tout de suite. Mieux disant et mieux disert.